Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur le Conseil européen de l'innovation. Donc, je suis Virginie Grousset, c'est moi qui gérerai la partie questions-réponses qui seront donc posées en fin de webinaire. Donc vous disposez d'un module à disposition pour formuler vos questions. N'hésitez pas à les envoyer au fur et à mesure de la présentation. Et si vous avez également des petits soucis techniques, vous pouvez utiliser ce module. C'est moi qui vous répondrai directement. Je vais laisser la parole donc à Carole pour la présentation de ce webinaire. Merci Virginie, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire consacré au Conseil européen de l'innovation que j'ai l'honneur d'animer aujourd'hui avec donc mes trois collègues, Catherine Gilles-Pasco, donc du point de contact national FET du CEA qui se présentera, Laurence Fagenbaum, point de contact national PME pour BPI France, et donc Virginie qui vient donc de vous parler pour l'association des sociétés de recherche sous contrat. Slide suivante. Alors, pour démarrer, oui, donc on vient de couper ma caméra pour le confort de tous. Alors, avant, pardonnez-moi, excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Hop. Virginie, est-ce que tu peux revenir à la slide d'avant, s'il te plaît? Voilà. Donc, bonjour à tous. Le point de contact national PME, c'est avant tout une équipe. Donc, une équipe, comme vous le voyez, représentée par les organisations dont les logos s'affichent. Donc, BPI France, avec Laurence qui nous accompagne aujourd'hui, le ministère, bien sûr, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, donc Dominique Larouille, le ministère de l'économie et des finances avec Laura Fabre, la NRT, donc moi-même, l'association des sociétés de recherche sous contrat avec Jérôme Billier, l'Institut Carnot Mines avec Pascal Formizin et puis le pôle minalogique avec Laure Quintin. Voilà pour la présentation de notre réseau Point de contact national. Slide suivante. Alors, avant de vous présenter en détail le Conseil européen d'innovation, je voudrais vous en rappeler ici vraiment en quelques instants l'ambition, et notamment l'ambition de ce futur Conseil européen d'innovation dans la prochaine programmation, donc le fameux programme Horizon Europe, donc programmation 2021-2027. L'ambition, c'est véritablement de faire en sorte que l'Europe soit un leader, comme vous le voyez, de l'innovation. Vous le savez, on est excellent en matière de recherche, on est plutôt confronté à un problème de performance de notre innovation et notamment, il nous arrive parfois en Europe d'avoir un petit peu de mal à transformer la science en innovation. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on ait plus d'entreprises européennes sur la scène internationale. Si je prends juste un chiffre, celui des licornes, on en compte 372 à peu près dans toute l'Europe, dans le monde, pardonnez-moi. Il y en a 182 qui sont américaines, il y en a 94 qui sont chinoises, et puis nous n'en avons malheureusement que 45 sur la scène européenne. L'idée aussi de ce Conseil européen d'innovation, c'est aussi de renforcer le capital risque et surtout de renforcer la prise de risque. En effet, pour assurer la scalabilité des entreprises, il faut réussir à leur permettre de franchir cette fameuse vallée de la mort, c'est-à-dire la phase délicate où l'innovateur fait face à un manque de financement entre, bien sûr, le soutien public et l'apport d'investissement privé. Et je vous rappellerai juste un chiffre, le capital risque en Europe, c'est moins d'un quart des fonds levés aux États-Unis, voire même en Asie. Enfin, nous avons un grand défi à relever, c'est celui de l'arrivée des deep tech, même si nous sommes d'accord pour dire que ça fait déjà une dizaine d'années que les gens travaillent sur ces fameuses deep tech, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle vague mondiale d'innovation de rupture qui arrive. Ces fameuses technologies, alors c'est les blockchains, c'est l'intelligence artificielle, c'est la génomique, c'est la robotique. On pense finalement que l'avenir de la performance de l'industrie européenne viendra notamment et se situe du côté de cette innovation de rupture. Slide suivante. Alors, une fois que je vous ai parlé de l'ambition, vous allez comprendre tout de suite quels sont les objectifs de ce Conseil européen d'innovation dans la future programmation 2021, donc 2027 du programme Horizon Europe. Eh bien, ça va être de soutenir l'innovation risquée de rupture, c'est-à-dire celle qui va permettre de créer de nouveaux marchés ou qui va permettre de disrupter
des marchés existants. L'idée derrière, c'est véritablement de réduire le risque pour faire en sorte que les investisseurs privés prennent le relais le plus vite possible pour assurer bien sûr la montée en puissance des entreprises donc de demain. Et puis bien sûr, c'est d'accélérer la croissance de nos entreprises pour leur éviter d'aller chercher les capitaux aux États-Unis ou même en Asie. Slide suivante. La mise en œuvre de ce Conseil européen de l'innovation dans la future programmation d'Horizon Europe va se baser sur plusieurs critères. D'abord, on trouvera à partir de 2021 à la fois ce qu'on appelle des appels bottom-up, mais aussi des appels top-down. Donc bottom-up, ils seront majoritaires dans la prochaine programmation, tout simplement parce que l'innovation, c'est aussi le fruit du hasard. Et l'idée, c'est de réussir à identifier de nouvelles idées, de nouvelles tendances. Et donc, ce sera à l'initiative des candidats et des proposants. Mais il y aura bien sûr aussi des appels top-down. Il est clair que l'Europe se doit aussi d'apporter un soutien ciblé à des technologies radicales ou disruptives, émergentes, mais qui revêtent bien sûr une importance stratégique pour l'avenir de notre continent. Cette nouvelle façon de concevoir le soutien à l'innovation, comme je viens de l'exprimer, va nécessiter aussi une autre façon d'évaluer les propositions de projet. Vous allez retrouver les 3 critères que vous connaissez déjà, l'excellence, l'impact, la mise en œuvre, c'est-à-dire des critères qui sont actuellement mis en œuvre dans la programmation actuelle d'Horizon 2020, dont Catherine et Laurence vous parleront dans un instant. Donc ça, c'est les 3 critères que vous connaissez. Et désormais, dans la future programmation, on va rajouter un critère qui est celui de l'analyse du risque. Et vous aurez également ce qu'on appelle des auditions qui sont actuellement mises en place dans le cadre de l'opération pilote. Laurence y reviendra. Cette nouvelle façon de soutenir le risque, de soutenir ces innovations radicales, entraîne aussi une autre façon de financer les projets. Et désormais, on va parler de blended finance, donc financement mixte en anglais, c'est-à-dire que la Commission européenne interviendra bien sûr toujours en subvention, qui reste bien sûr le mode de financement privilégié, mais aussi dans ce que l'on appelle en partage du risque. Et ce partage du risque pourra prendre plusieurs formes. Ça pourra être ce qu'on appelle des prises de participation, notamment de l'equity, Laurence y reviendra tout à l'heure, mais aussi des prêts et des garanties de prêts. La nouvelle approche de ce futur Conseil européen de l'innovation va aussi permettre de travailler de manière j'allais dire par portefeuille de projet. Vous savez, aujourd'hui, on travaille projet par projet. Demain, il y aura des portefeuilles de projets qui seront gérés par des gestionnaires de programmes. Ces gestionnaires de programmes auront l'autonomie, ils agiront de manière proactive pour gérer ce portefeuille. Donc, les projets pourront s'enrichir les uns les autres. Et le gestionnaire sera également habilité pour pouvoir réorienter les projets, voire même éventuellement donc de les arrêter si le projet ne rend pas les résultats escomptés ou si le projet n'a plus sa cohérence dans le portefeuille de projet. Le budget pour l'avenir que nous aurons sera donc de 10,5 milliards d'euros pour 7 ans pour pouvoir mettre en œuvre ce Conseil européen d'innovation. Slide suivante. Le premier outil qui sera mis en place dans ce Conseil européen de l'innovation sera le Pathfinder. Ma collègue Catherine du PCN FET y reviendra dans un instant. L'idée dans la future programmation, c'est bien sûr de s'inspirer de l'expérience des programmes actuels de FET, c'est-à-dire pour Future Emerging Technology. Là, l'idée, c'est de financer, de subventionner très clairement des innovations de rupture qui vont permettre de créer des nouveaux marchés. On est sur des TRL bas, vous le voyez, 1, 2, ça va monter jusqu'au TRL 5, 6. Alors, la grosse différence par rapport à avant, c'est qu'on ne va pas financer la technologie pour la technologie, mais qu'on va véritablement financer la technologie pour qu'elle soit reprise le plus vite possible par une entreprise. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Commission, dans ce Pathfinder, mettra pour tous les projets ce qu'on appelle une subvention non allouée de 50 000 euros
qui permettra donc de mettre en œuvre ce qu'on appelle des activités d'innovation de transition pour évaluer le potentiel économique des technologies subventionnées. Et bien sûr, ça pourra aller jusqu'à la création de spin-off pour qu'ensuite ces spin-off puissent postuler à l'autre instrument du Conseil européen de l'innovation qu'on appelle l'accélérateur. Là, on est clairement dans une subvention d'idées un peu folles, un peu révolutionnaires, à très haut risque. On sera à la fois sur des approches bottom-up et top-down. Top-down à l'instar de ce qui se passe à la DARPA américaine ou à la DARPAI, c'est-à-dire d'essayer encore une fois d'identifier des opportunités insoupçonnées qui peuvent surgir et être prises vraiment très tôt au sein d'une entreprise innovante. Et puis bien sûr, les fameux portefeuilles de projets, les gestionnaires de programmes dont j'ai déjà parlé, qui vont être une des très très grandes nouveautés de cette future programmation. Slide suivante. Côté accélérateur, qui sera donc l'autre programme de ce fameux Conseil européen de l'innovation dans le cadre d'Horizon Europe. Il a évidemment pour vocation de financer toujours des innovations de rupture, créatrices de nouveaux marchés, ou des innovations de rupture qui vont bousculer les marchés existants. Là, on est clairement sur un instrument de scale-up, sur un instrument de croissance. Nous sommes sur des TRL assez élevés, donc qui vont partir du TRL 5-6, plutôt 6 que 5 d'ailleurs. Il faut véritablement que le TRL 5 soit terminé pour pouvoir postuler à l'accélérateur jusqu'au TRL 9. Les entités éligibles seront très clairement des startups, des PME et dans la future programmation, on ira jusqu'à la catégorie des petites ETI, c'est-à-dire 500 personnes, bien sûr à très fort potentiel de croissance. L'instrument sera exclusivement bono-bénéficiaire, c'est-à-dire qu'une entreprise pourra postuler seule pour porter son projet d'innovation de rupture. Il y aura ce qu'on appelle les passerelles plug-in. Donc ça, c'est un nouveau concept qui sera mis en place dans la future programmation. L'idée est de dire que les projets qui pourront postuler à l'accélérateur pourront venir de n'importe où. Mais pour les projets qui seront issus du Pathfinder ou pour les projets qui seront issus de programmes similaires, équivalents au Pathfinder, ces projets-là ne seront pas évalués sur l'entièreté des critères d'évaluation que sont l'excellence, la mise en œuvre et l'impact, mais ils seront exclusivement évalués sur le projet de l'analyse du risque, la Commission européenne estimant que les premiers critères excellence, impact, mise en œuvre auront déjà été vus dans les programmes similaires. Alors ça peut être des POC, donc des proof of concept qui viennent du Conseil européen de la recherche. Ça peut être bien sûr des startups ou des spin-offs qui émaneront par exemple de l'EIT, etc., etc. Et actuellement, la Commission européenne travaille avec les États membres pour désigner les programmes nationaux qui seront donc similaires à ce fameux Pathfinder. On va donc également retrouver ce fameux blended finance dont je vous ai parlé. Donc, il faut bien comprendre que pour la première fois dans l'histoire des programmes cadres, la Commission européenne va permettre de financer tout le cycle de l'innovation en permettant à la fois des subventions, à la fois des prêts, à la fois des garanties de prêts et surtout de la prise de capital. Donc, pour la première fois, l'Europe va rentrer au capital des entreprises. Laurence en dira un mot dans le cadre de l'opération pilote avec la création de l'EIC Fund. Voilà, slide suivante. J'en ai fini pour cette première partie. Donc, je vais céder, slide suivante, je vais céder donc la parole à ma collègue Catherine donc du CEA. Donc, juste cette slide pour vous dire que aujourd'hui, afin donc de mettre en œuvre le Conseil européen de l'innovation dans la future programmation, la Commission européenne a lancé un pilote de ce Conseil européen de l'innovation dans le programme Horizon 2020. Ce pilote, vous en voyez la structure. On a essentiellement donc deux grands instruments que sont le Pathfinder et l'accélérateur, qui chacun prennent appui bien sûr sur des instruments existants. Et donc Catherine, qui est le point de contact national, donc Pathfinder, va prendre la parole pour vous parler plus amplement des avantages et des atouts de ce dispositif. Merci à tous.
Bonjour à tous. Donc Catherine Gilles-Pasco, je suis en train de partager mon écran. Voilà, donc je suis donc responsable des partenariats et de la valorisation dans un institut de recherche au CEA, et donc je suis point de contact national pour le programme Future Emerging Technologies, donc le programme FET, pour donc technologies futures émergentes. Donc le PCN, quelques mots sur le PCN. Donc nous sommes 7 membres dans ce point de contact national. Donc comme vous pouvez le voir, nous venons d'organismes différents, d'universités, donc et aussi du ministère, donc pour Virginie Sivan, notamment, qui est représentant au comité de programme. Donc ce PCN a pour objectif donc de vous donner en priorité de l'information, mais aussi de vous accompagner tout au long de la phase de dépôt du projet. Donc vous avez notamment une adresse mail générique où vous pouvez nous contacter pour toute question. Et je dirais quelques mots à la fin. Nous organisons aussi tout au long de l'année des webinaires spécifiques, donc notamment au moment des dépôts de projets, pour vous aider dans les dernières lignes droites avant le dépôt des projets. Donc surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers cette adresse générique, ou aussi au niveau du site web Horizon 2020, où vous pouvez avoir toutes les informations sur ce programme. Donc, je voudrais d'abord donner quelques mots d'introduction sur ce programme, notamment comment il se positionne aujourd'hui dans Horizon 2020. Donc, comme certains le savent peut-être, le programme FET n'est pas nouveau avec Horizon 2020. Il a été initié il y a donc déjà un certain nombre d'années, dès les débuts des années 90. À l'époque, c'était un sous-programme des appels technologie de l'information et de la communication. Et donc, avec Horizon 2020, la Commission européenne a voulu vraiment donner une ampleur nouvelle à ce programme Future Emerging Technologies, donc en le positionnant comme un programme à part entière, et ceci au niveau du pilier 1, donc qui est le pilier lié à l'excellence scientifique. Donc c'est un message clair, hein, c'était donc l'objectif de la Commission de mettre un focus sur ce programme, et ça traduit notamment les attentes de la Commission pour faire le lien entre une recherche d'excellence scientifique, hein, comme vous le savez, l'Europe est vraiment en position de leader sur cette recherche scientifique. Et donc, l'idée de la Commission, c'était vraiment de faire un lien entre les atouts liés à cette excellence scientifique et les technologies de rupture qui pouvaient déboucher à moyen long terme. Et avec ces technologies de rupture, voir tout l'impact et toutes les retombées que pouvaient avoir ces nouveaux développements, donc notamment au niveau des retombées sociétales, mais aussi économiques. À l'heure actuelle, sur Horizon 2020, pardon, c'est un budget donc de 2,7 milliards d'euros qui est alloué au programme FET. Et l'intérêt aussi de vous présenter ce programme aujourd'hui, c'est que jusqu'à la fin 2020, il y a encore des opportunités d'appel à projet autour des technologies futures émergentes. Et il faut savoir que les financements sont en hausse jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin 2020. Donc, il y a vraiment encore des opportunités de financement sur ce programme. Donc, c'était aussi l'opportunité aujourd'hui pour vous de vous montrer la position que vont avoir ces technologies futures émergentes dans Horizon Europe, mais aussi vous faire part des dernières opportunités de financement autour de ces appels à projets. Donc, le programme FET, ça finance des projets de recherche collaborative, comme je le disais, visant à promouvoir l'excellence scientifique, donc des consortiums plutôt fédérés autour de la recherche amont. Mais l'attente de la Commission est de voir des innovations fortes retomber autour de cette recherche fondamentale. Donc, c'est vraiment faire le lien entre une recherche fondamentale et des technologies à fort impact pour le futur.
Donc, comme vous le montre l'illustration qui apparaît sur cette slide, c'est une illustration très parlante des enjeux du programme, à savoir c'est cette personne qui passe d'un rocher à l'autre, donc du rocher figurant les nouvelles idées scientifiques non explorées vers un objectif technologique, donc vers des nouvelles technologies avec des impacts forts à moyen long terme. Donc, comme je le disais, l'attente de l'Europe autour de ces appels à projets est très forte, puisqu'il s'agit d'une part de conforter la place de leader de l'Europe dans le domaine de l'excellence scientifique, et donc de transformer surtout cette excellence scientifique en véritable avantage compétitif. Et donc, c'est en cela que les retombées liées à ce programme sont très importantes et doivent être très importantes en termes de nouvelles applications, mais de retombées aussi économiques et sociétales. Donc, c'est très important pour donc les personnes qui veulent se lancer dans cette aventure, d'avoir ça en tête quand vous allez réfléchir à une idée de projet. Comme le dit souvent la commission, c'est quand on rédige un projet fait, donc il faut promouvoir du rêve. Comme disait Carole, ça peut aussi être souvent associé à une idée un peu folle qu'on penserait non réalisable. Mais en fait, en décrivant des jalons et des premières étapes qui restent quand même ancrées sur la réalité, on va pouvoir faire apparaître une technologie et des applications futures et qui pourraient avoir des retombées importantes pour les nouveaux usages et aussi pour donc l'économie au niveau européen. Donc il y a vraiment un challenge, un enjeu quand vous rédigez ce type de projet. C'est l'excellence scientifique, mais l'excellence scientifique associée à des retombées applicatives et donc économique et sociétale. Et donc il faut savoir que au niveau de l'expertise de ces dossiers, les experts donc sont en attente d'excellence scientifique, mais aussi donc d'éléments très probants au niveau de ces nouvelles applications qui pourraient déboucher à moyen long terme. Là, quand on parle de moyen long terme, on est sur des applications qui pourraient voir le jour dans un futur compris entre 8 et 10 ans typiquement. Donc, ce sont des choses dans un avenir qui reste quand même lointain, mais qu'il faut impérativement faire apparaître dans la proposition quand vous allez déposer votre projet. Donc aujourd'hui, les instruments faits, comme vous pouvez le voir sur ce transparent, il y a différents instruments associés à différents types de financement, mais aussi différents degrés d'attente au niveau de l'échelle TRL, au niveau de l'échelle liée à la maturité technologique des applications que vous allez promouvoir. Donc rapidement, parce que je vais y revenir plus longuement par la suite, vous avez 3 types d'instruments. Donc à votre gauche, les programmes FET Open, qui sont des programmes plutôt de bas TRL, on est plutôt sur des TRL maximum de 3. Et la particularité de ce programme, c'est qu'ils sont ouverts à toute thématique. Donc ça, c'est un point intéressant parce que finalement, dans Horizon 2020, vous n'avez plus beaucoup de programmes de recherche fondamentale et encore plus ouverts à toute thématique. C'est des choses très rares aujourd'hui qu'on trouve au niveau de la programmation d'Horizon 2020, donc c'est à souligner. Ensuite, sur des TRL médians, je dirais des TRL de 4-5, vous avez donc l'outil FET Proactive. Donc, la particularité de cet outil, c'est de répondre à des thématiques que l'Europe a sélectionnées au préalable, donc que l'Europe juge importantes. Et ensuite, donc à l'extrémité de la chaîne, vous avez les programmes de financement donc en partenariat public-privé, dont vous avez probablement entendu parler, puisqu'ils sont très présents dans l'actualité au niveau de la recherche européenne. Donc, ce sont les partenariats flagship, qui sont des partenariats donc sur 10 ans et où les financements
associés sont très importants puisqu'ils sont de l'ordre du milliard d'euros. Et la particularité, c'est qu'on est sur des cofinancements, donc à la fois de la Commission, mais aussi des États membres. Donc, pour votre information, hein, ce ne sera pas l'objet du webinaire ce matin. Vous avez 3 flagships à l'heure actuelle, donc le flagship Human Brain, le flagship Graphen et le flagship qui a été lancé il y a quelques temps sur les technologies quantiques. Et donc, il faut savoir que ces flagships continueront sous Horizon Europe, donc sous le même cadre qu'à l'heure actuelle. Et donc, pour votre complète information, il y a aussi suite à un appel à manifestation d'intérêt, il y a une nouvelle action de coordination et support donc autour du projet Batterie 2030 qui est en cours et qui devrait donc donner lieu à un nouveau gros programme en partenariat public-privé. Donc cette fois-ci autour de la recherche liée aux batteries. Donc voilà pour les instruments que vous pouvez trouver dans l'appel FAIT. Et donc maintenant, je voudrais plus particulièrement revenir sur les mutations que nous allons pouvoir observer autour de l'appel FAIT et notamment l'intégration du programme FAIT dans le Conseil européen de l'innovation. Donc, avec cette apparition de l'EIC dans l'horizon Europe, les appels FAIT vont intégrer donc l'EIC, donc vont passer du pilier 1 actuel qui était donc le pilier lié à l'excellence scientifique, donc passer du pilier 1 au pilier 3 dans lequel se trouve l'EIC. Et donc les instruments qui seront dans cet EIC, comme Carole le disait tout à l'heure, c'est l'EIC Pathfinder. Et donc nous allons trouver à la fois l'appel FAIT Open et à la fois le programme FAIT Proactive. Donc ce sont ces 2 instruments que nous allons trouver dans le EIC Pathfinder et que nous retrouvons actuellement dans le pilote qui est en cours de réalisation. Donc, comme on l'a présenté tout à l'heure, le Pathfinder pour éclaireurs cible des niveaux de TRL relativement bas. Donc, on est sur des TRL compris entre 1 et 5. Clairement, le TRL 5 étant, dans le cadre de ces projets FAIT, étant atteint quand on a des activités de validation en environnement plutôt de laboratoire. Alors, on peut se demander pourquoi sous Horizon Europe passer du pilier 1 lié à l'excellence scientifique au pilier 3 avec notre participation au niveau de l'EIC. Finalement, quand on regarde un petit peu le contour des appels à projets, le contour des projets FAIT qui ont été financés jusqu'à présent dans Horizon 2020, c'est plutôt une évolution assez naturelle. Il y a eu un état des lieux des projets financés dans le programme cadre Horizon 2020. Et ce qu'on peut voir sur les projets FAIT Open et FAIT Proactive, c'est que finalement, la participation des partenaires industriels est très forte, puisque vous avez, si on regarde le nombre de projets, vous avez aujourd'hui au niveau des retours, vous avez plus de 33% des projets qui ont au moins une publication qui est écrite avec un industriel partenaire, 40% des projets qui ont au moins un partenaire dans leur consortium qui vient de l'industrie. Donc c'est quand même un chiffre assez marquant pour des projets qui soutiennent quand même avant tout de la recherche amont. Si on va un peu plus loin dans les chiffres, on voit aussi que les retombées en termes de valorisation, donc que ce soit au niveau des dépôts de brevets, mais aussi des créations de start-up, finalement, ces indicateurs sont assez forts, puisque au niveau des projets actuels, vous avez plus de 25% des projets qui donnent lieu à au moins un dépôt de brevet, et vous avez 12% des projets qui ont donné lieu à la création d'une
d'une start-up. Donc, ce sont quand même des chiffres assez forts, mais qui finalement qui peuvent se comprendre. Hein. C'est tout ce lien que je disais tout à l'heure entre la recherche fondamentale, l'excellence scientifique et des nouvelles technologies, mais qui vont avoir des retombées applicatives. Donc, c'est tout ce lien-là qui est mis en avant dans le programme, qui montre en effet le caractère fort lié à l'innovation autour des programmes FET. Donc, c'est assez naturel de retrouver dans l'EIC ces outils de financement FET Open et FET Proactive. Donc, aujourd'hui, sur la période 2018-2020, nous sommes en train d'expérimenter le pilote de l'EIC. Donc, il y a des appels à projets qui ont été ouverts dans le cadre de ce dispositif Pathfinder pour les programmes FET Open et FET Proactive. Donc, l'idée, c'est de financer de la recherche de pointe à haut risque. Hein, on est sur de la recherche où le degré de risque au niveau des développements mis en œuvre est très élevé. La Commission le sait et est prêt à soutenir et à financer ces projets risqués. Et je le redirai aussi tout à l'heure, c'était un mot d'ordre du programme Horizon 2020, mais on est aussi sur des projets donc très fortement interdisciplinaires. Hein. C'est aussi la richesse des projets, des thématiques des projets qu'on peut voir financer aujourd'hui. L'idée de la Commission, c'est vraiment de faire travailler ensemble différentes thématiques de recherche pour pouvoir avoir des retombées pas uniquement dans une seule communauté, mais dans plusieurs communautés de recherche. Donc, vraiment un soutien aussi à des projets fortement interdisciplinaires. Voilà, donc je vais maintenant rentrer un peu plus dans les détails de ce qu'on attend au niveau des programmes FET Open et FET Proactive et donc vous rappeler les dernières opportunités de financement que l'on peut trouver donc au niveau du programme cadre Horizon 2020. Donc là, sur ce tableau, nous avons fait apparaître donc les derniers appels 2019-2020, donc concernant à la fois les appels FET Open et les appels FET Proactive. Alors aujourd'hui, je vais plutôt m'attarder sur donc l'appel FET Open, puisque vous pouvez voir, hein, c'est la première ligne du tableau, qu'il y a une dernière deadline d'appel à projet qui est donc le 13 mai 2020. Avec un financement à la clé qui est de 196 millions d'euros. Donc, il faut savoir que c'est le budget le plus important que nous avons sur cet appel à projet de tout le programme Horizon 2020. Donc, c'est vraiment, là, sur la dernière ligne droite, il faut vraiment se mobiliser pour y aller. Il n'y a jamais eu un budget total aussi important que celui-ci. Et puis, je m'attarderai aussi donc sur les FET proactifs, donc, qui sont des appels thématiques, puisque vous avez, alors je tiens pas compte des projets FET proactifs, vous avez une deadline qui va avoir lieu le 13 novembre 2019, donc les projets sont quasiment bouclés. Je voudrais plutôt vous parler des thématiques qui seront financées donc en 2020. Et notamment avec les 2 derniers appels à projets FET proactifs dont la deadline aura lieu le 22 avril 2020. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de vous décrire un petit peu les attentes de ces programmes FET Open et FET Proactive pour que vous puissiez répondre sur les dernières opportunités de financement en 2020. Donc, qu'est-ce qu'on entend par FET Open? Donc, le programme FET Open, comme j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, c'est un programme qui permet de financer des projets collaboratifs blancs, donc avec des retombées socio-économiques, des retombées applicatives qui peuvent avoir lieu dans une dizaine d'années.
Mais il faut être capable, donc, dans la proposition de recherche que vous allez faire, il faut être capable d'appréhender et de décrire les applications qui vont être visées par ces développements de nouvelles technologies. Alors, on est sur des projets donc d'un budget associé qui est de 3 millions d'euros. Donc, c'est plutôt des budgets qui impliquent des consortiums assez resserrés. On est plutôt sur des consortiums de l'ordre de 5-6 partenaires. Ça nous est arrivé de voir passer même des projets qui tournaient autour de 3-4 partenaires. Donc, des consortiums assez resserrés. Donc, de la même manière que les projets collaboratifs sous Horizon 2020, avec donc des consortiums impliquant 3 partenaires, au minimum 3 partenaires de 3 États membres distincts. Donc, des budgets de 3 à 4 millions d'euros. Comme je le disais, la recherche est plutôt une recherche de base, permettant de faire le lien entre des nouvelles idées scientifiques et des nouvelles technologies, mais le potentiel d'impact économique et sociétal doit être bien décrit et doit être assez fort pour pouvoir convaincre les experts. Et donc, la commission attend des projets interdisciplinaires, donc permettant d'associer différentes thématiques de recherche, risquées, puisque là, on est quand même sur des projets qui émergeront dans une dizaine d'années, et explorant des approches et des directions radicalement nouvelles. Donc ça, c'est pour l'esprit du programme. Et donc, une des particularités de ces programmes FET Open, on est sur des programmes ouverts à toute thématique, mais si vous regardez la façon dont est détaillé le Work Programme, vous verrez que la commission demande donc à chaque déposant de projet de répondre à 3 gatekeepers, donc des mots-clés. Et donc, ça, clairement, ces gatekeepers doivent apparaître quand vous allez rédiger votre projet. Donc, à savoir, les 3 gatekeepers, vous avez le premier donc, qui est lié à une vision radicale. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est de mettre en avant un projet de recherche innovant avec donc un potentiel d'innovation fort, novateur. Il faut mettre en avant des nouveaux concepts scientifiques, des nouvelles technologies qui n'existent pas aujourd'hui. Et donc, avec des verrous scientifiques et technologiques associés. Donc ça, c'est le deuxième gatekeeper, c'est un Breakthrough Technological Target. L'idée, c'est de financer des projets donc, qui émergeront peut-être dans un avenir de 5 à 10 ans, mais avec des verrous scientifiques et technologiques qui doivent être bien décrits dans la proposition que vous allez déposer. Et donc, le dernier mot-clé, le dernier gatekeeper, donc, est lié à un ambitious interdisciplinary research, donc une recherche ambitieuse liée à un consortium interdisciplinaire, comme je le disais, puisque l'idée, c'est d'ouvrir à plusieurs thématiques de recherche. Et de toute façon, la commission est aussi part du principe que c'est en faisant travailler ensemble différentes thématiques qu'on va finalement avoir une recherche riche au niveau des retombées associées. Donc voilà pour les 3 gatekeepers donc, qui doivent être vraiment adressés dans la proposition que vous allez décrire. Et voilà, et donc je voulais réinsister sur les impacts. Comme je le disais, ce sont des programmes de recherche ouverts à toute thématique qui font le lien entre des nouvelles sciences et pour déboucher sur une nouvelle technologie. Mais clairement, l'impact sociétal et économique doit être fort. Donc, c'est en ça que la partie liée à l'impact que vous allez décrire dans votre proposition doit être vraiment la plus détaillée, la plus précise possible, et notamment bien décrire les impacts
potentiel qu'on pourrait avoir au niveau de la création de valeur, la création de marché. Donc, en ce sens, et c'est aussi pour cela qu'on a des consortiums finalement où apparaissent aussi des industriels ou des PME, l'impact en termes de participation de ces PME ou de ces industriels est très fort. Donc, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est demandé au niveau des projets, mais les experts sont très sensibles quand il y a la participation de PME ou d'industriels dans les consortiums. Donc, notamment, voilà, pour illustrer ce point, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est plutôt sur des projets de recherche qui font intervenir donc des partenaires académiques, mais ce qu'on voit au niveau des projets financés, et on le voit de plus en plus dans les projets qui sont financés, donc notamment lors des derniers appels, c'est qu'il y a une présence de plus en plus importante des SME ou des partenaires industriels plus gros au consortium. Donc aujourd'hui, dans les projets qui sont financés, vous avez 70% des projets financés qui impliquent au moins une start-up et 83% des projets financés qui impliquent au moins une start-up et ou un grand groupe industriel. Donc clairement, ce type de partenaire est vraiment encouragé par la Commission européenne. Donc voilà au niveau des types de consortiums. Et donc, pour revenir sur les budgets et sur les opportunités, comme je le disais, sur la dernière deadline qui aura lieu donc le 13 mai 2020, vous le savez peut-être, par les années passées, le programme FET Open a été victime donc de son engouement. Il y a eu beaucoup de projets déposés, ce qui a conduit à des taux de succès, donc notamment dans les années en 2015, qui étaient vraiment très bas, puisqu'on a avoisiné les 1,5% de taux de succès. Face à cet engouement, donc il y a eu une augmentation des budgets associés, donc budgets qui sont en croissance constante depuis plusieurs années, puisque aujourd'hui, sur les appels de 2019, on était sur des financements associés à chaque appel, donc sur des financements associés de 160 millions d'euros. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en mai 2020, on sera sur un appel à projet financé à hauteur de 200 millions d'euros. Donc, aujourd'hui, sur les derniers appels, on était sur des taux de succès donc, qui sont remontés aux alentours de 13%. Et donc, on devrait avoir ce taux de succès donc, qui se stabilise ou qui continue à augmenter, notamment pour le dernier appel en 2020. Donc, clairement, une opportunité sur ce financement pour la dernière année du programme Horizon 2020. Donc ensuite, je voudrais donc aborder la dernière partie de la présentation et donc vous présenter plus particulièrement les appels FET proactifs, donc qui sont des appels donc là thématiques. Donc ils permettent de financer donc des thématiques de recherche qui ont été au préalable sélectionnées par la Commission européenne suite à des appels à manifestation de la part de l'ensemble des États membres. Donc, on est sur des appels thématiques bien définis et comme on le disait tout à l'heure, sur les appels FET proactifs, on est donc sur des projets dédiés à une thématique bien définie et qui englobent généralement des communautés de recherche un peu plus importantes. Donc, on est sur des financements de projets d'environ 4-5 millions d'euros, donc des financements un peu plus importants et avec des consortiums qui peuvent être entre 8 et 10 partenaires, donc des consortiums un peu plus gros. Et donc là, clairement, l'ambition de la Commission européenne pour ces appels FET proactifs, c'est de financer donc des développements de domaines technologiques qui sont déjà émergents,
mais de leur donner une ampleur encore plus conséquente. Et vraiment, l'objectif de la commission, c'est vraiment, au-delà du projet, de mettre en place des communautés de recherche qui seront bien établies et qui pourront donner lieu à des recherches et des transferts, notamment vers le milieu industriel. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de financer des projets plus structurés, plus intégrés. Et pour ce type d'appel, donc la participation du secteur privé est là plus que recommandée. Et donc on peut le voir sur les appels, sur les projets qui ont été financés par les années passées. On a quasiment des partenaires industriels dans tous les projets financés. Donc, vraiment un soutien au niveau de thématiques préalablement sélectionnées par la commission et avec un consortium, un partenariat public-privé resserré. Donc voilà, comme je le disais, qu'est-ce qu'est le projet Faites Proactive? Donc c'est vraiment explorer, mais surtout consolider une nouvelle direction technologique, hein, en la mettant clairement sur la carte des technologies européennes. Et donc l'idée au-delà du projet, c'est d'avoir une autre communauté de recherche bien structurée. De la même façon que pour les programmes Faites Open, c'est d'encourager aussi les communautés interdisciplinaires. Donc là encore, on est sur des projets de recherche avec différentes communautés de recherche. Et puis, au niveau de l'impact, c'est vraiment stimuler l'émergence d'un écosystème d'innovation européen autour d'un axe thématique bien sélectionné. Voilà, donc je voulais vous présenter rapidement, là, avant de passer la main à ma collègue, je voulais vous présenter donc les deux thématiques qui seront financées donc en 2020, donc sur l'appel Faites Proactive, donc avec une deadline qui est au 22 avril 2020. Donc la première thématique, hein, donc comme vous pouvez le voir, elle est décomposée en trois sous-axes. Donc le premier axe, c'est l'axe A, Future Technologies for Social Experience. Donc ce sous-thème vise à explorer les nouvelles technologies d'interaction en s'appuyant notamment sur les avancées qui sont faites actuellement dans le domaine de la réalité virtuelle augmentée, voire la réalité étendue. Donc clairement, pour la Commission, il s'agit de lancer les bases de futurs médias sociaux. Donc là, l'horizon qui est visé, c'est un horizon de 10 à 20 ans. Et donc, de voir un petit peu l'impact de ces nouvelles technologies que sont la réalité virtuelle ou augmentée dans la forme que pourront prendre les futurs médias sociaux. Donc, c'est un peu d'une manière similaire à expérimenter. Donc, à l'heure actuelle, vous avez la révolution qu'on a pu vivre avec les smartphones. Là, l'idée, c'est de se projeter dans 10 à 20 ans et de voir un petit peu comment la réalité virtuelle et avancée va pouvoir mettre en avant une nouvelle forme d'interaction sociale. Voilà, donc il s'agit de mettre en avant les nouveaux usages que pourraient prendre ces nouvelles technologies dans le domaine social et de voir comment elles vont révolutionner les médias sociaux et les impacts aussi sur les citoyens. Donc ça, c'est pour la première sous-thématique. Ensuite, sur la thématique, donc la deuxième thématique, là, l'idée de la commission est de mettre en avant et de développer donc de nouvelles approches pour la métrologie nano ou subnanométrique. Donc, on n'est pas sur l'incrémental. Hein. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant de nouvelles techniques qui peuvent être basées sur la physique, la chimie, la biochimie, et qui peuvent faire intervenir donc des méthodes à l'échelle nanomètre, picomètre dans le domaine du spatial ou à l'échelle femto dans le domaine temporel. Donc là, clairement, pour cette métrologie, de nouvelles méthodes sont attendues par la Commission. Donc ça, c'est pour la partie petit b. Et la dernière, les derniers sous-axes, donc qui est
l'objectif de développer une technologie basée sur les jumeaux numériques, mais cette fois-ci, les jumeaux numériques sont utilisés à l'heure actuelle beaucoup utilisés à l'heure actuelle dans le domaine industriel. Et là, l'idée de cet axe thématique est d'étendre cette notion de jumeaux numériques au domaine de sciences de la vie. Donc notamment, le principal défi qui est attendu est de développer un jumeau numérique en l'alimentant par des informations issues du domaine des sciences de la vie, donc notamment à partir de l'imagerie dans le domaine de la biologie, par exemple. Donc voilà pour ces 3 thématiques qui seront financées. Là, il faut savoir que le budget associé à ce programme, donc le budget global est de 50 millions d'euros et chaque projet attendu peut être financé jusqu'à hauteur de 4 millions d'euros et sur une durée de 4 ans. Voilà, donc voilà pour cette première thématique. Et donc la deuxième thématique que je voulais vous présenter aussi, donc toujours sur l'appel Faites proactive et toujours avec une deadline au 22 avril 2020. Donc là, c'est un appel à projet autour de l'intelligence environnementale. Donc là, l'attente de la commission et ce qui est attendu, c'est donc de développer de nouvelles synergies entre les communautés de la modélisation appliquée aux études environnementales. Donc des synergies entre cette communauté, mais aussi la recherche avancée sur les capteurs, les sciences sociales et l'intelligence artificielle. Et donc là, l'idée, c'est de voir comment cet apport croisé de ces différentes sciences et technologies peut conduire à des approches nouvelles et à de nouveaux développements pour mettre en œuvre des modèles liés aux études environnementales. Donc, comme vous pouvez le voir, là encore, il y a des sous-thématiques. Donc, les projets doivent répondre à une ou l'autre de ces sous-thématiques. Donc, la première, c'est de développer des nouveaux procédés, des nouvelles techniques pour créer et utiliser des modèles dynamiques d'évolution de l'environnement. Donc, il s'agit de combiner et d'interpréter notamment des données qui pourraient être fournies par des techniques de détection. Donc là, si vous regardez le Work Programme, la commission parle des détections in situ, notamment par images satellites, observation de la Terre, et d'autres données qui pourraient être liées cette fois-ci au comportement humain et aux sciences économiques et sociales. Donc là encore, c'est de combiner l'ensemble de ces différentes données pour créer des nouveaux modèles dynamiques. Et la deuxième approche, l'approche qui apparaît sur le transparent là en petit b. Donc là, c'est une approche liée au développement de nouvelles technologies de surveillance in situ, fiables et respectueuses de l'environnement. Donc, vous pouvez mettre en œuvre des technologies de détection in situ, comme dans le domaine de la physique, chimie, biologie ou comportementale pour la surveillance de l'environnement. Et donc, notamment en favorisant le développement de capteurs pour venir détecter les paramètres liés à l'environnement. Donc, clairement, l'impact de la commission autour de ce programme lié à l'intelligence environnementale, c'est de mettre en œuvre et de fournir de nouvelles données et de développer des modèles fiables pour pouvoir élaborer à moyen long terme de nouvelles politiques environnementales. Donc voilà pour ces 2 appels Faites proactive donc sur ce deuxième lié à l'intelligence environnementale, donc la même deadline 22 avril, et là on est sur un budget donc qui est un peu plus qui est plus faible, qui est de l'ordre de 18 millions d'euros, et donc qui financera là encore des projets jusqu'à 4 millions d'euros et sur une durée de 4 ans. Donc voilà pour la présentation de ces dernières opportunités de financement au niveau d'Horizon 2020.
Donc, pour votre information, dans le cadre du PCN FET, nous mettrons aussi en place des webinaires spécifiques à chacun de ces programmes, un FET Open et FET Proactive, dans lesquels nous rentrerons plus en détail des thématiques. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter ou aller sur la page d'Horizon 2020 liée au PCN FET, où vous pourrez trouver l'ensemble de ces informations sur, donc à la fois sur les appels à projets, mais aussi sur l'organisation des webinaires et des journées aussi, des séminaires que nous pourrons faire plutôt en début d'année 2020 pour préparer ces réponses à ces appels à projets. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de l'appel FET, et donc je passe la parole à ma collègue. Je vous remercie. Bonjour à tous. Écoutez, je vais reprendre la balle au bon. Donc, moi, je vais vous présenter ce qui est dans le prolongement de ce qui a été dit par mes deux collègues, et notamment ce que Carole Miranda vous a présenté tout à l'heure sur l'accélérateur du Conseil européen de l'innovation. Mais moi, je vais vous parler de ce qui se produit maintenant, à savoir dans la phase pilote, dans laquelle on va un peu fourbir les outils pour préparer au mieux ce Conseil européen de l'innovation dans sa structuration d'Horizon Europe. Donc aujourd'hui, on est encore dans Horizon 2020. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de l'instrument PME, qui était la grande nouveauté de la Commission européenne en ce qui concerne les PME innovantes, puisque c'était un appel à projet auquel on pouvait répondre pour la première fois de l'histoire des soutiens communautaires en tant qu'entreprise individuelle. C'est-à-dire que, comme vous le savez sans doute, les appels à projet dans le cadre des programmes cadres étaient au départ des appels à projets dévolus au monde universitaire. On ne va pas refaire l'histoire, mais en fait, l'idée, c'était quand même de se mettre ensemble autour de la table et de travailler à des projets de recherche. Et puis, au fur et à mesure des grandes périodes européennes, on a pris la mesure de l'intérêt d'avoir des PME à bord, et on leur a laissé une place croissante au fur et à mesure des appels à projets. Et on a toujours continué à procéder de manière collective, en mettant ensemble donc, des chercheurs et des entreprises de tailles différentes. Et puis, nous sommes arrivés donc, dans la période précédente, donc à partir de 2014, la Commission s'est dit qu'elle avait vraiment envie de faire en sorte que l'on passe du monde de la recherche au monde de l'innovation, et surtout au monde du succès de l'innovation, du succès commercial de l'innovation. Sachant que la Commission en tant que telle avait au sein de ses propres structures économiques l'interdiction évidemment de fausser la concurrence pure et parfaite, et c'est pourquoi elle ne peut pas intervenir de manière aussi marquée que ce serait parfois nécessaire pour jouer de la compétition européenne au monde, de la compétition, de mettre l'Europe en tête de la compétition mondiale. Elle ne pouvait pas de manière très simple justement fausser cette fameuse concurrence. Donc, elle a quand même pris de son expérience la volonté d'accompagner les entreprises individuelles lorsqu'elles le souhaitaient, et comme ça vous a été spécifié tout à l'heure, sur des sujets choisis par les entreprises elles-mêmes. Donc, il y a eu quelques modifications en cours de période, mais nous sommes arrivés à un instrument PME qui permettait de mener les entreprises jusqu'à l'orée de leur propre commercialisation. Et il a été décidé de tester ce qu'on appelle le Blended Finance, qui est la grande nouveauté de ce passage de l'instrument PME à l'accélérateur du Conseil européen de l'innovation, c'est-à-dire que la Commission accepte, souhaite porter les entreprises dont elles pensent que le projet d'innovation est à la fois structurant et promis à un grand succès au-delà des frontières, se porter garante de ce choix-là et de rentrer éventuellement, si les entreprises le souhaitent, au capital de celle-ci. Alors, ce qui a donné, c'est vraiment la différence fondamentale, mais on va y aller point par point. Moi, je vais vous expliquer ce qui
a changé entre l'instrument PME et l'accélérateur, ce qui permet de redéfinir en fait ce qui est attendu aujourd'hui. Alors les points qui n'ont pas changé par rapport à une période très récente, on peut continuer à faire défiler. C'est évidemment cette volonté européenne de soutenir les entreprises européennes afin qu'elles deviennent les championnes du monde, c'est ça l'idée, dans leur secteur, sur leur zone de connaissance, quitte à l'élargir bien sûr, que toutes les thématiques sont possibles, sachant tout de même qu'il est à noter qu'il y a un énorme intérêt pour lutter contre le réchauffement climatique. La donne verte est vraiment une donne à prendre en considération, finalement, quasiment quels que soient les projets. Bien sûr, la mobilité, la santé, la lutte contre, voilà, contre les cancers, contre les maladies qui nous touchent en tant que continent développé sont à prendre en compte évidemment et à prendre en charge. Donc les entreprises, ça paraît sans doute tout à fait basique, mais je me permets de le rappeler parce que ça fait partie des questions auxquelles nous sommes amenés à répondre très quotidiennement. C'est que les entreprises candidates doivent être créées au moment du dépôt. C'est-à-dire que la Commission européenne ne néglige pas du tout le fait de pouvoir soutenir des start-up, mais elle peut soutenir des entreprises qui ont aussi déjà une ancienneté relativement grande sur leur propre terrain, à condition qu'elles se remettent à innover. Mais par contre, les entreprises doivent vraiment être créées. Il ne s'agit pas de possibilité de création, il faut vraiment être créé pour que légalement les choses puissent se mettre en œuvre. Les projets doivent être de TRL 6 minimum, c'est-à-dire que le projet lui-même doit avoir été testé en milieu quasi réel. Vous verrez ensuite, on en reparlera, que très souvent, en fait, les projets ont déjà eu des bêta-testeurs et que sont attendues toutes les lettres de soutien et de proposition d'achat dès lors que le projet lui-même sera finalisé. Ça peut vraiment compter pour beaucoup dans la balance. Et le taux de subvention sur la partie subvention, bien sûr, reste à 70%, puisque nous sommes quand même dans un cadre très proche du marché, et donc un peu loin du monde universitaire, où, comme vous avez pu voir, certaines subventions couvrent 100% des frais. On peut continuer. Slide suivante. Voilà. Le taux de subvention maximum reste à 2,5 millions. Sachant que voilà, il y a des projets qui peuvent être éventuellement un petit peu plus petits et qui passent quand même. Ce qui reste connu, on va dire, en tout cas ce qui reste connu de ceux qui ont déjà postulé, c'est qu'il y a un seul dossier d'évaluation, il se remplit en ligne, de préférence, j'en profite pour vous donner à chaque fois des petits trucs assez pratiques. On vous conseille évidemment de ne pas répondre le jour limite parce que il se peut que comme les autoroutes elles sont encombrées au début des vacances, voilà, ça revient au même. La demande de subvention ou d'equity, parce que là c'est à la fois du changement dans la continuité, puisque l'equity n'existait pas jusqu'à présent. L'equity, donc c'est une entrée au capital. On y reviendra dans quelques instants, sachant que là pour l'instant on est dans la première expérimentation, d'où l'intérêt d'ailleurs d'une zone pilote. J'aurai sans doute des informations à vous donner. Donc, ce dossier, en tout cas, est un et indivisible, subvention equity dans le même bateau. Vous répondez à ce dossier en ligne en anglais. Il ne doit pas faire plus de 30 pages. Il y a la possibilité de mettre des annexes. On vous demande de faire un dossier qui se comprendrait par quelqu'un qui n'est absolument pas de la partie. Ça valait avant, ça vaut toujours aujourd'hui. L'évaluation se fait par 4 experts d'un pays différent du pays dont le projet est issu, bien sûr, avec 4 profils différents, un peu business, un peu technologique, du monde de l'investissement, etc. Les critères de sélection sont toujours les critères d'impact de votre projet, l'impact commercial, l'impact pour votre structure, l'impact pour l'Europe. L'excellence, il va falloir prouver qu'évidemment dans votre domaine, vous avez choisi de répondre à un besoin de la manière la plus experte qui soit, mais que vous connaissez bien la concurrence. Il n'est pas de très bon ton de dire qu'il n'y a pas de concurrence sur votre projet, parce qu'il y a toujours une concurrence, même si elle ne prend pas les mêmes biais que ce que vous allez vous-même choisir. Et puis la mise en œuvre. Comment vous allez faire? Vous avez ce projet, vous allez
visez d'avoir un budget assez important pour le mettre en œuvre. Comment vous envisagez de le faire? Comment vous envisagez d'aller chercher les marchés? Comment vous allez vous répartir les tâches entre vos diverses équipes? Il faut obtenir 4 sur 5 par critère et 13 sur 15 pour être éligible. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une demande extrêmement exigeante parce que la contrepartie est extrêmement exigeante également. Et si votre dossier est éligible et si vous faites partie, une fois que le dossier est éligible, il a une note. La commission classe ces projets par ordre décroissant. Elle dispose d'un budget pour chaque cut-off, il y en a 4 par an, et elle va convoquer, pour que vous soyez interviewé par un jury d'investisseurs, ou en tout cas de profil investisseur, 2 fois plus de candidats que la somme disponible. C'est-à-dire qu'on va aller de manière décroissante, et lorsque 2 fois la somme disponible pour l'appel à projet est atteinte, on arrête de convoquer les gens. Donc il ne suffit pas d'être éligible pour être convoqué, il faut avoir une très très bonne note. C'est vraiment un appel à projet tout à fait exemplaire dans sa rapidité de mise en œuvre, dans son ouverture aux diverses thématiques. En revanche, il est effectivement extraordinairement sélectif. On peut continuer. Alors, il vous est proposé, si vous êtes dans les heureux gagnants, un service de coaching qui va vous aider donc à pouvoir mettre en œuvre votre projet dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que le service de coaching va couvrir éventuellement des dépenses intellectuelles auxquelles vous n'aviez pas songé, parce qu'il se trouve qu'au moment où vous allez gagner, il y a des choses qui vont sans doute avoir à être modifiées dans votre propre structure, parce que l'un des buts évidemment de l'opération, c'est que votre structure s'élargisse en termes d'équipe, s'élargisse en termes de débouchés, s'élargissent en termes de finances, et que parfois, passer de 20 à 70 personnes dans l'entreprise va nécessiter un changement de la manière dont les RH sont menés chez vous, par exemple. Donc là, des coachs pourront vous être proposés pour vous aider dans cette dimension-là, qui n'était pas directement nécessairement liée au projet. On va aussi vous proposer du mentorat, et on va vous proposer donc tout ceci dans une enveloppe qui s'appelle Business Acceleration Services, l'ex-phase 3 pour ceux qui étaient un petit peu accoutumés au vocabulaire de l'instrument PME. On va vous proposer de participer à des événements avec d'autres lauréats, avec des investisseurs, avec des grands comptes qui là pour le coup pourront vous aider à remplir votre carnet de commandes. C'est quand même le but. Le but c'est que justement votre projet, vos essais, votre expérience ne reste pas dans un tiroir, mais conquiert le monde, en fait. On peut continuer. Alors, il y a des changements, parce que sinon, on ne changerait pas que de nom. Hein. Au-delà du nom, il y a vraiment des modifications importantes qui ont été apportées. Je vous en ai déjà dit quelques mots. Jusqu'à octobre, on pouvait déposer éventuellement un projet à plusieurs. Alors, il faut savoir que cette option a été assez peu choisie, puisque plus de 92% des projets déposés dans le cadre de l'instrument PME l'étaient à titre individuel, enfin individuel, j'entends par entreprise, bien sûr. Là, le changement, c'est qu'on a décidé sur cet aspect-là de n'accompagner qu'une entreprise, un dossier, une entreprise. L'entreprise doit choisir subvention ou blinded finance, c'est-à-dire qu'au moment où vous déposez votre projet, selon les besoins que vous avez à couvrir, selon l'endroit où vous êtes de votre parcours, vous avez la possibilité d'en rester qu'à la subvention, c'est-à-dire maximum 2,5 millions, je répète, et à 70% des frais couverts, ou choisir d'emblée de laisser la possibilité au jury de se déterminer sur une entrée au capital possible. Il y a ce choix, subvention, granted grant ou blended finance, c'est dans ces termes-là que vous allez la retrouver sur la copie. Et il y a une autre petite case à cocher éventuellement qui est: est-ce que vous autorisez la commission à vous faire une autre proposition? C'est-à-dire que si vous avez mis, ça vaut surtout si vous avez mis que subvention, est-ce que vous autorisez quand même la commission à éventuellement revenir chez vous avec un projet qui mêlerait les deux types de finances pour l'instant? On parlera de plusieurs types de finances différents lorsqu'on sera dans Horizon Europe. Là, pour l'instant, sur Horizon 2020, c'est subvention ou subvention plus equity, c'est-à-dire entrée au capital.
Bien sûr, seuls les dossiers qui couvrent des activités TRL 8, c'est-à-dire vraiment extrêmement proche du marché, c'est-à-dire on y est. En TRL 8, on est en train de commencer la commercialisation, tous les tests, tous les essais, tous les retours itératifs ont été terminés, vous avez votre plan de commercialisation enfin prêt et vous y allez. En fait, seules ces activités qui sont très proches de la commercialisation, voire de la commercialisation elle-même, peuvent être concernés par le blinded finance. Sinon, on en reste à des financements de subvention. Il n'est pas possible, en tout cas jusqu'à la fin d'Horizon 2020, de demander uniquement de l'equity. Et il ne semble d'ailleurs pas que ce soit possible pour la période qui suit. Mais comme je vous dis, nous sommes en plein pilote. Il se peut qu'il y ait des choses qui se modifient de manière importante. Ça, je viens de vous en parler sur la contre-proposition de la Commission. En fait, l'avantage que vous pouvez trouver, c'est que ça permet éventuellement de vous garder dans les propositions éligibles, alors que peut-être qu'en subvention seule, votre dossier serait refusé. Pour autant, ce n'est absolument pas une obligation, sinon on ne vous donnerait pas cette possibilité de choisir autrement. Sachez que c'est quand même peut-être quelque chose à vraiment réfléchir avant de répondre. Quoi qu'il en soit, que vous demandiez de la subvention ou du blended finance, on va vous demander des données financières un peu plus nombreuses et des données sur la manière dont votre entreprise va changer d'échelle dans les années qui viennent, puisque là, on est toujours dans la projection, hein, évidemment. Ça devra être indiqué, ça n'était pas dans les copies précédentes. On peut continuer. Autre changement, il y a de nouveaux critères d'analyse. Alors que Carole vous en a parlé tout à l'heure, il y a le niveau de risque du projet. C'était quelque chose qui, évidemment, sous-tendait quand même les analyses qui étaient faites antérieurement dans l'instrument PME, parce que la Commission européenne essaye de ne pas mettre l'argent du contribuable à la poubelle, hein, normalement, en tout cas dans ces projets, c'est certain. C'était en filigrane, évidemment, dans les analyses antérieures. Là, c'est vraiment quelque chose de mis sur la table de façon extrêmement marquée. La possibilité pour l'entreprise de changer d'échelle, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de changement en termes d'effectifs, de changement en termes de structuration de vos finances, de changement en termes éventuellement de localisation. Enfin, il ne s'agit pas de localiser, il s'agit de multiplier éventuellement des localisations. Enfin, tout ce qui, dans votre vie d'entrepreneur, fait partie de vos questionnements quotidiens. Et il y a un critère qui est sans doute le plus délicat à utiliser et à comprendre, c'est que la Commission souhaite intervenir à un moment où dans la vie de l'entreprise, il est en général difficile de trouver des fonds. Ça ne veut pas dire que c'est votre cas, ça peut vouloir dire que il va falloir dire que pour le moment, vous préférez que ce soit l'Europe qui rentre au capital que des capitaux risqueurs privés, éventuellement. Alors, il se peut que vous soyez dans cette difficulté-là, il se peut que vous ayez vos partenaires bancaires qui vous disent, écoutez, là, pour le moment, ce n'est pas le moment, on préfère attendre un tout petit peu pour pouvoir vous aider dans une phase postérieure. Mais il se peut aussi que vous soyez un entrepreneur dont le sujet fait vibrer la corde sensible des banquiers et des capitaux risqueurs et qu'on vous dise si on vous soutiendrait bien quand même, mais que pour vous, par contre, il semble que ce ne soit pas réellement le moment et que vous préférez un investisseur plutôt patient, un investisseur qui ne va pas souhaiter avoir un pourcentage de retour sur investissement monumental. La Commission va être là, j'allais dire, en bon père ou bonne mère de famille, je ne sais pas quel est le terme approprié, mais en tout cas qui est à vos côtés réellement. À ce stade-là, je pense que c'est vraiment, en tout cas, un argument que vous pouvez poser. C'est sans doute celui qui, pour le moment, va demander quelques appels à projets pour qu'on ait une définition vraiment très précise. Je préfère être très sincère avec vous sur ce point-là. Chaque critère compte pour un tiers. Donc, je vous rappelle, impact, excellence, mise en œuvre. Auparavant, l'impact était surcoté, était surpondéré. Là, nous avons observé en tout cas que ce changement-là a été noté dans le marbre, en tout cas pour les 2 années qui viennent.
En revanche, en cas d'égalité entre deux dossiers dans cette mise en rang, dans ces classements, la note d'impact fera quand même la différence, évidemment, parce que ce qui est important, c'est ce que vous allez pouvoir vendre, l'expansion géographique, l'expansion en termes de salariés, de force de votre entreprise, de force pour l'Europe. Donc, c'est normal que ce soit ce critère qui fasse la différence. Et ensuite, les autres critères, bien sûr, si vraiment on arrive toujours à la même équivalence. Et en dernier ressort, et c'est à noter parce que c'est important, l'équilibre des gens dans votre entreprise, mais également dans l'utilisation de votre projet, pourra départager les candidats qui resteraient à égalité. Ensuite, changement dont on verra les effets dans les mois et les années qui viennent, c'est que ce sera une gestion qui se veut plus proactive et plus flexible des portefeuilles de projets par des personnes qui vont être engagées et qui sont en cours d'ailleurs de recrutement, qui seront au nombre de 4 ou 5, enfin de 3 ou 4 pour commencer, puis de 4 ou 5, qui seront des gestionnaires de projets qui vraiment viseront à pouvoir vous accompagner encore plus au quotidien, mais non pas seulement sur les aspects administratifs et de dérouler du projet, ce qui est déjà le cas bien sûr, mais sur les enjeux scientifiques, sur les enjeux technologiques, et qui pourront vous aider sur le fond du projet. Ils seront chargés à terme d'établir des ponts entre le Pathfinder, on vous a dit, et l'accélérateur. C'est sans doute eux qui vont pouvoir faire des propositions sur tout ce qui a été appelé plugin ou en français transition, c'est-à-dire comment on va passer de l'un à l'autre et comment on va éventuellement faire rentrer dans l'accélérateur des entreprises qui auraient pu charger leur batterie auprès d'autres institutions, d'autres financeurs, pour qu'elles ne soient plus analysées que sur le critère de risque. Ce qui vous a été dit tout à l'heure, mais là on n'y est pas, là on est vraiment dans cette phase de transition. Et puis ce sont aussi des project officers qui seront autonomes, qui pourront proposer des orientations ou même des arrêts de projet, sachant pour autant qu'évidemment la décision finale reviendra à la commission. On peut changer. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Il est prévu près de 2 milliards d'euros sur la période 2019-2020, dont une partie va être mise en œuvre en termes de subventions, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, sachant, vous avez les chiffres, je ne vais pas les répéter, ce qui va m'éviter de vous dire des horreurs. Sachant que évidemment on va aller de plus en plus vers la possibilité d'aller vers l'equity, puisque là c'est une première, ça a commencé en octobre, je vais vous donner les quelques chiffres de ce qui a été demandé. Par contre, si vous demandez de l'equity, vous allez avoir deux types de réponses. Vous allez avoir donc la réponse qui va vous dire que vous êtes convoqué pour venir à Bruxelles défendre votre projet, et donc il y aura évidemment des questions sur le projet tel qu'il est aujourd'hui, tel que vous souhaitez le mettre en œuvre, comment l'équipe réagit à ce projet, comment vous comptez travailler ensemble, etc. Et puis, il y aura évidemment des questions sur vous avez accepté ou pas d'avoir de l'equity. Si vous n'avez pas accepté, peut-être pourquoi. Ça peut être une des questions. Quels sont vos projets dans les années qui viennent? Comment vous comptez vous développer? Sur quoi vous comptez asseoir la mise en œuvre de votre commercialisation, etc. Et si vous avez demandé de l'equity, pourquoi, comment, on va vraiment vous demander de défendre votre projet, mais comme vous le faites déjà auprès de vos différents partenaires, bien sûr. Ce qui peut bloquer, c'est si les chiffres, donc il y aura une due diligence qui va être commandée, je ne sais plus comment exactement, si son résultat est négatif, la proposition sera rejetée dans son entièreté, c'est-à-dire que vous n'aurez pas non plus la subvention. Et si elle est acceptée, il y aura évidemment une signature de la manière dont l'equity sera mise en place dans votre entreprise avec l'outil spécifique qui va être mis en œuvre. Alors, je reviens sur les due diligence. Ça va être une analyse surtout sur la cohérence entre les chiffres que vous avez proposés dans la réponse à l'appel à projet et les chiffres que l'on va vous demander de fournir ensuite. Il ne va pas s'agir de donner un avis nécessairement sur les chiffres et leurs courbes, puisque ça, c'est des choses qui auront déjà été analysées,
la due diligence va vraiment vérifier si les chiffres que vous attestez et votre situation fiscale, comptable, etc. sont cohérentes. Donc, la commission ne s'attend pas, en tout cas à ce jour, à avoir beaucoup de due diligence négative et ne s'attend donc absolument pas à avoir la plupart de ces projets qui tombent. Vraiment, l'honnêteté est attendue de part et d'autre. Et donc, c'est un travail qui est obligatoire, bien sûr, on n'investit pas sinon, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose dont il faut craindre le résultat si vous êtes au carré dans ce que vous proposez. On peut continuer. Alors, je vous ai donné des liens utiles, mais on va rester sur ces liens utiles, ce qui vous laisse le temps de les admirer, c'est très très bien. Je vais vous donner quand même quelques informations très concrètes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, le premier call, le premier relevé des copies avec cette possibilité de demander du blended finance, donc du financement mixte pour la loi Toubon. Nous avons eu quelques chiffres. Alors évidemment, pas les résultats, puisqu'il fallait déposer avant le 9 octobre, donc il y a assez peu de temps qui s'est écoulé depuis. Il y a eu 1852 copies déposées. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Qui demandait de manière collective un financement de 5,2 milliards d'euros. Excusez-moi. Seul ou déjà, après je pense qu'il peut y avoir différentes visées sur le thème, excusez-moi, je revérifie ça. Il y a seul 500 copies ou entreprises demandaient du blended finance. Donc, ça fait à peu près un quart. Et il faut savoir que sur l'ensemble des copies, seulement 50% avaient ouvert la possibilité à la contre-proposition de la Commission européenne. Donc, on va voir comment les évaluateurs et le jury ensuite vont pouvoir jouer avec ces demandes, évidemment, de manière à pouvoir faire le classement qui est attendu. Alors, il faut savoir que dans la répartition des copies des candidatures, il y a eu 228 candidatures espagnoles, 173 italiennes, 164 israéliennes et 134 françaises. En revanche, sur les aspects de blended finance, cette appétence pour éventuellement voir la commission rentrer au capital, 80 entreprises israéliennes ont accepté cette proposition, 78 espagnoles, 37 françaises, 35 allemandes et 34 italiennes, pour ne citer que les premiers de la liste. Donc, ça donne un paysage intéressant. Je pense qu'à partir de ce call, on va pouvoir avoir des réponses à des questions concrètes que vous posez sans doute, mais nous aussi. Et ça nous donnera la possibilité de nous retrouver d'ici quelques mois, voire quelques semaines, avec la possibilité de vous faire une cartographie plus grande encore de ce qui est attendu. Puisque je parle de dates, je voulais quand même vous rappeler, parce que même si elles ne sont pas notées ici, il est important que vous les sachiez, les dates auxquelles il y aura les prochains relevés de copies. Donc, il faut vous tenir prêt soit pour le 8 janvier 2020, le 18 mars, le 19 mai ou le 7 octobre. Donc, voilà. Donc, je pense que ça vous laisse quand même une perspective assez longue pour pouvoir répondre à ces appels à projets. N'hésitez pas à nous poser par écrit toutes questions auxquelles nous n'aurions pas pu répondre aujourd'hui. Nous reviendrons vers vous dès que ces réponses seront connues, si tant est qu'elles appellent à des remarques ou à des recherches que nous ne pouvons pas faire immédiatement. Je vais vous remercier de votre attention. J'ajoute juste que l'ensemble des réseaux que vous voyez pourront vous accompagner pour orienter votre candidature, voir si c'est vraiment les bons créneaux, aussi bien en Pathfinder qu'en accélérateur, évidemment, que l'on pourra vous donner des conseils pour bien rédiger vos copies. On peut vous aider à préparer votre entretien avec nos collègues de Bruxelles. On peut vous faire répéter aussi, il y a d'autres outils pour vous faire répéter pour votre pitch. Il y a des aides financières qui peuvent vous être proposées pour recourir à des consultants. On ne va pas rentrer maintenant aujourd'hui, mais c'est important que vous le sachiez. Sur le site du réseau N,
pourrez avoir ce genre d'informations, pareil, sur le site de notre consortium PCN-PME. Et bien sûr, vous pourrez nous joindre par mail dans les jours et les semaines qui viennent. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un très bon week-end et je repasse la parole à Carole. Oui, bonjour à tous. Donc tout d'abord, je souhaite présenter mes excuses à nos auditeurs. Il ne reste malheureusement que 5 minutes. Donc mes excuses, nous n'avons pas tenu le timing comme nous nous l'étions imposé. Donc je vous présente au nom du consortium mes excuses. Toutefois, il nous reste 5 minutes. Donc on va essayer de prendre les questions. Et comme l'a dit très justement Laurence, si nous n'arrivons pas à répondre à toutes les questions, on le fera évidemment après coup. Alors Virginie, est-ce que tu as reçu des questions ? Allô ? Allô, est-ce que tu m'entends? Oui, Virginie, oui, ça y est, je t'entends. Très bien. Alors, une première question qui concerne le pilier Accelerator. Carole, tu as parlé des projets qui proviendront d'autres programmes et dont le critère d'excellence ne sera pas réévalué. Ces projets proviendront-ils de programmes nationaux et est-ce que les programmes nationaux français ont déjà été identifiés? Alors non, comme je le disais, alors d'abord, il ne s'agit pas que de l'excellence, il s'agit des 3 premiers critères de sélection que sont l'excellence, l'impact et la mise en œuvre. Oui, certains programmes nationaux pourront être concernés et non, nous n'avons pas encore aujourd'hui, évidemment, la liste des programmes nationaux et je rappelle, et Laurence l'a bien dit, cette passerelle plugin ou ce Fast Access ne sera valable que pour la prochaine programmation, c'est-à-dire 2021-2027. Question suivante. Merci. Quel est le lien de l'accélérateur EIC avec Invest Horizon, qui propose aussi de l'equity? Alors, je pense que notre auditeur veut parler d'Invest EU. Je pense que c'est cela. C'est un autre programme qui est en dehors du programme 4 de recherche et d'innovation. Voilà, peut-être que Laurence, tu veux ajouter quelque chose ? De ce que j'ai compris, le programme InvestEU peut prendre à son bord l'ensemble des programmes d'investissement et de garantie que la Commission européenne a mis en œuvre en Horizon 2020. Donc là encore, cette fusion, je ne sais pas si c'est vraiment bon mot, mais en tout cas, c'est ainsi qu'on peut le voir en tout cas, n'interviendra aussi que dans le cadre parallèle à celui d'Horizon Europe, c'est-à-dire en même année de programmation, même si ce n'est pas le même programme. Il y aura des passerelles sans doute, mais il se peut d'ailleurs que le véhicule spécial qui vienne donner des equity provienne d'InvestEU. Mais je ne suis pas spécialiste du domaine et surtout les choses ne me semblent pas figées aujourd'hui de ce que j'ai pu en entendre. Mais en tout cas, il y aura sans doute une zone de convergence. Absolument, oui, je confirme, oui. Il y aura effectivement de toute façon des liens. Par exemple, imaginons qu'un projet accélérateur ne soit pas pris dans le cadre de l'EIC parce qu'il serait considéré comme bankable et non comme non bankable. Donc à ce moment-là, s'il est considéré comme bankable, il pourra être directement réorienté vers le programme InvestEU qui lui effectivement propose ce type de financement, mais cette fois-ci plutôt pour des projets bankable. Question suivante. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de technologies qui sont considérées par la Commission comme une rupture? On parle essentiellement, en tout cas dans l'EIC, je laisserai la parole à ma collègue Catherine pour le Pathfinder. Dans l'EIC, on parle beaucoup de technologies deep tech, c'est-à-dire de technologies de type biotechnologie, intelligence artificielle, blockchain, robotique, c'est-à-dire des technologies elles sont tellement en rupture par rapport à ce qui existe, c'est qu'elles vont permettre soit de créer carrément un nouveau marché, c'est d'ailleurs ce qu'on attend de la part des technologies deep tech, soit de pouvoir bousculer complètement quelque chose, un marché existant. Mais pour la seconde partie de ma réponse, je passe la parole à Catherine pour le Pathfinder. Oui, Carole a bien mis en avant au niveau des deep tech ce qu'on a pu voir au tout début du programme. C'est qu'on avait donc suite au positionnement ancien de fait, on avait beaucoup de choses sur la partie ICT et on s'est déplacé beaucoup sur les aspects bio-engineering et la partie rupture, elle est ce dont je parlais tout à l'heure, elle est aussi liée à
la partie interdisciplinaire avec différentes thématiques de recherche. Donc notamment, on peut avoir de nouveaux matériaux pour les batteries, par exemple, mais qui vont aussi mimer des processus qu'on peut tirer de la biologie. Donc, il y a vraiment cet apport aussi de différentes thématiques qui vont donner lieu à des technologies de rupture. Ok, question suivante. Comment se passe l'évaluation des projets biopharmaceutiques qui, en développement, ont un TRL assez bas? Pourront-ils profiter du programme Accélérateur avant d'entrer en phase clinique? Alors, il faut impérativement, dans le domaine des sciences du vivant, que le TRL 5, alors je sais bien que c'est une échelle qui ne s'adapte pas forcément aux essais cliniques, mais il faut quand même impérativement que l'équivalent du TRL 5 soit complètement accompli pour pouvoir rentrer au sein de l'accélérateur. C'est vrai que dans le domaine des sciences du vivant, il y a une souplesse, on va dire un petit peu plus grande peut-être que dans les autres domaines. Mais si vous n'avez pas complètement terminé le TRL 5, ça va être quand même assez compliqué. Mais je pourrais éventuellement échanger avec cet interlocuteur plus en détail. Merci. Je reviens sur le Pathfinder. Est-ce qu'il est monobénéficiaire? Alors, je vais laisser ma collègue, mais pour la future programmation, il sera à la fois monobénéficiaire et à la fois collaboratif. Et pour le pilote, je cède la parole à Catherine. Pour le pilote, non, on est sur des programmes avec plusieurs partenaires. Hein. On est vraiment sur la recherche collaborative. Très bien. Et les entreprises qui sont plutôt dans la deep tech, y ont-ils leur place? Y ont-elles leur place? Oui, complètement. C'est ce que j'essayais de montrer là avec les chiffres. On a de plus en plus de participation d'industriels, mais aussi de start-up, hein, de jeunes start-up qui peuvent avoir un intérêt à participer à ces développements deep tech. Très bien. Voilà. A-t-on déjà une idée des dates des premiers appels à projets dans le cadre d'Horizon Europe? Non, là c'est vraiment trop tôt. Ça démarrera en 2021, mais non, on n'a pas d'idée des dates précises. Très bien. Est-il possible de prétendre aux aides financières pour une start-up avec des centres de recherche qui sont dans 2 États européens? Alors, si c'est l'accélérateur, comme l'a très fortement, Laurence a bien insisté sur ce point, on n'est que dans du monobénéficiaire. Donc, en termes d'accélérateur, c'est vraiment une PME seule, une start-up seule qui peut postuler. Merci. Donc là, j'ai une entreprise qui exprime une question sur son projet propre. Nous sommes une start-up française qui propose, grâce à un système de vidéoconférence innovant, des prises en charge dans plusieurs domaines de la santé et dans plusieurs langues. Comment pouvons-nous prétendre à des financements européens? Il faut qu'on regarde un petit peu en détail. Il faut qu'on regarde le projet en détail. De manière à, comme Laurence l'a expliqué, est-ce qu'ils en sont au TRL 6? Est-ce que c'est une vraie innovation de rupture? Est-ce qu'ils ont le souhait de croître à l'international? Est-ce qu'ils sont non-bankable, etc., etc. De manière à ce qu'on valide un petit peu toutes les cases que Laurence vient de décrire. Et à ce moment-là, on pourra lui dire si oui ou non l'accélérateur peut être une voie de financement pour son entreprise. Très bien, donc j'ai 2 dernières questions, si vous avez encore quelques minutes. Des dispositifs nationaux ont-ils déjà été labellisés pour bénéficier du Fast Track vers l'accélérateur? Non, comme je viens de répondre à la question il y a à peu près 2 minutes, nous n'avons pas encore une sélection des programmes nationaux. Comme je le disais, la Commission européenne est en train de travailler avec les États membres à l'établissement de ces programmes nationaux. Et comme Laurence l'a dit, dans le cadre de l'opération pilote, il n'y a pas de possibilité ni de Fast Access ni de plugin. Très bien. Et donc, la dernière question, les candidats ont-ils leur mot à dire sur les gestionnaires de programmes qui seront en charge du projet?
c'est une bonne question. J'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. Ce que je sais, et comme Laurence l'a dit, c'est que la Commission européenne est en train de procéder au recrutement des 5 gestionnaires de programmes qui ont donc un profil très, très, très particulier, c'est-à-dire qu'à la fois, ils sont scientifiques, ils maîtrisent le financement d'innovation et ils maîtrisent surtout le secteur dans lequel cette innovation va pouvoir éclore. Ils vont être formés, ils partiront d'ailleurs aux États-Unis pour être formés pendant 3 semaines. Ils vont travailler avec les gestionnaires de programmes de la DARPA et de la DARPA-I, donc I étant pour le volet énergie, pour regarder un petit peu comment ça se passe. Voilà, mais je ne pense pas qu'on puisse dire quoi que ce soit sur le gestionnaire de programme. Par contre, je pense que la question va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que le gestionnaire de programme devra évidemment nouer une relation privilégiée avec les différents porteurs de projets. Ça, c'est vrai, et qu'il y aura une dimension, comme l'a justement dit Laurence, d'établir des ponts entre les projets d'un même portefeuille, entre les projets qui émaneront du Pathfinder ou de l'accélérateur. Donc, il y aura quand même toute cette dimension-là. Mais très sincèrement, je peux pas répondre à cette question de manière oui ou non. On a épuisé les questions? Exactement. Bon, et ben tant mieux. Mille merci. Avant sur leur disposition pour pouvoir répondre aux éventuelles questions qui vous viendraient après cette intervention. Voilà, mille merci à tous et très bon après-midi. Au revoir.